film qui est sorti, je crois, il y a 5-6 ans à peu près, et qui avait évidemment très stupéfait quand même l'ensemble de la population cinéphilique et cinématographique. Bon, là au moins vous avez vu un film chinois de Taïwan. Évidemment, dans la Chine, dans la grande Chine, le film n'aurait pas pu se faire car il y a quand même une pudibonderie qui l'aurait empêché. À Taïwan, c'est un peu différent. Mao est remplacé par Chiang Kai-shek, comme vous avez pu le voir à un moment, et donc c'est une autre optique. Alors, je pense que la plupart d'entre vous voyez le film pour la première fois. Quels sont ceux qui l'aviez, parce qu'on allons plus vite, quels sont ceux qui l'aviez déjà vu? Les personnes. Bon. Ce serait intéressant d'avoir un peu de vos réactions, parce que je pense qu'elles doivent être curieuses, en tout cas. Moi, elles m'intéressent. Alors, si vous voulez parler, ou dire de ce que vous avez pensé. Oui, voilà, il y a un monsieur qui est là. Merci beaucoup. Bonsoir. Moi, j'ai été assez fasciné par le rythme très très lent du film, et je voulais savoir si vous saviez quel était le mode de travail du réalisateur. Est-ce qu'il regarde, est-ce qu'il filme jusqu'à ce qu'il pense, qu'il sente que le temps du plan est terminé, ou est-ce que c'est calculé à l'avance? Non, c'est un film. Non. En fait, tous les plans sont volontairement et ouvertement montrés comme tels, des plans fabriqués. Fabriqués dans le sens où c'était conçu, etc. Bon, si vous prenez déjà dès le premier plan, vous voyez bien que filmer cette espèce de construction souterraine qui fait une espèce de... Enfin, très étrange. Une femme apparaît, disparaît en faisant le tour. Une autre femme apparaît qui est une infirmière, où on ne sait pas très bien ce qu'elle est d'ailleurs, bon, qui porte quelque chose qu'on ne sait pas encore que c'est une pastèque. Et bien après, nous avons le plan violent à connotation dite pornographique. Et tous les plans, quels qu'ils soient, sont volontairement très travaillés pour, je dirais, non pas pour faire une unité, mais au contraire, pour faire des singularités. Chaque plan a son caractère singulier. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est vraiment très étrange, en effet, comme construction. Et de ce point de vue, on est dans toute autre optique, une toute autre culture. Bon, déjà, le mélange de tous les genres qui sont dans le film. Vous avez de la science-fiction, puisque on serait dans une société, donc Taïwan par la même occasion, qui d'un seul coup se dessèche, il n'y a plus d'eau, donc il y a accumulation d'eau lorsqu'il y a sécheresse. Cette sécheresse, alors donc là c'est le côté science-fiction, donc c'est le côté, on est dans une société sûrement dans quelques années ou quelques dizaines d'années plus tard, on ne sait pas, on ne le saura jamais. On est à la fois dans une civilisation chinoise, mais aussi dans une civilisation très occidentale, ce qui est d'autant plus autorisé qu'on est à Taïwan, et que Taïwan, de ce point de vue-là, est très occidental. Donc, en même temps, dans cette société donc, de science-fiction, il y a sécheresse, donc manque d'eau, à ce moment-là, désir d'humidité, et là on passe de façon très, très simple et très glissée, mais très immédiate, de l'eau en tant que besoin de boire et de se rafraîchir, et de l'humidité dans le sens de la sexualité. Vous l'avez tout de suite. Donc cette espèce de constante dérive de l'un à l'autre qui devient et qui joue à côté sur la dramaturgie, comment ça fonctionne de ce point de vue-là. En même temps, vous avez mélange d'un film, on ne peut pas dire de reportage, mais c'est quand même un film de reportage sur le tournage d'un film pornographique. Donc, de ce point de vue-là, on aurait pu très bien, ce tournage-là aurait pu très bien être tourné en Occident. Je veux dire, bon, c'est un film porno, et
je dirais, l'intelligence d'un film porno est quand même très courte. Étant donné le peu qu'il y a à filmer, donc à ce moment-là, on est réduit à ça. Et en même temps, on vous introduit dedans des moments de comédie musicale à la chinoise, donc ça devient tout à fait étrange. Dans ces comédies musicales, vous êtes non seulement l'exagéré, mais quasiment dans le burlesque, dans le sens américain du mot burlesque, donc la comédie musicale étant là, avec des moments tout à fait étonnants. En même temps, vous revenez à l'intérieur de cette comédie musicale à des idées de science-fiction, puisqu'il n'y a plus humidité, il n'y a plus d'eau. À ce moment-là, le besoin de l'eau retourne à l'origine de l'homme, à l'origine de l'animalité. Donc à un moment, vous avez par exemple pas un aquarium, enfin une réserve d'eau, un homme qui va chanter d'ailleurs, une bête qui va chanter avec des écailles dans le dos, etc. Ou un autre numéro où en fait une espèce d'immense toile d'araignée, c'est-à-dire que l'humanité revient, retourne à l'animalité, mais aussi à l'évolution des espèces. C'est très étrange. Enfin, c'est un film qui, de ce point de vue-là, ou alors la culture, dans un magnifique numéro complètement fou de toutes les femmes avec leurs parapluies, les pagodes, etc., qui est, et en plus, alors là, avec toute totale inversion des sexes, l'homme et femme, la femme et homme, etc., on ne sait plus très bien où on en est. Bref, vous avez comme ça, constamment dans le film, des pertes de repères, et le film fonctionne là-dessus. Avec évidemment une petite idée quand même derrière, qui est développée pendant tout le film, c'est que le désir d'amour, c'est-à-dire du rapport qui lie l'amour et la sexualité dans une unité, est complètement détruite par le système même de la société. D'où, moi, à mon avis, la force du film, qui peut être très surprenant pendant le film, peut-être même très agaçant pour certaines personnes, parce que bon, c'est vrai qu'on se dit, oh là, quel mauvais goût, etc. Parce qu'en plus, ça travaille admirablement le mauvais goût. Donc, et ce mauvais goût devient d'un coup assez stupéfiant quand même de beauté. Alors c'est très étrange, hein, c'est très déroutant et très dérangeant. Mais ça fonctionne sur ça. En même temps, ce que vous avez à l'intérieur du système, c'est qu'en effet, la société, puisqu'on est dans un film de science-fiction, une société est arrivée, et j'ai dit tout à fait au début, à un point de consommation et de transfert des désirs élémentaires ou des désirs complètement sophistiqués, donc à des désirs et de l'érotisme par la pornographie, qui privent totalement l'humanité de l'amour. Et je trouve que c'est toute la fin du film. Le moment où le couple est dans les rayons de DVD porno, où d'un seul coup, il redécouvre un peu l'amour et la sexualité, mais non plus hors pornographie. Et c'est toute la fin du film qui est quand même une fin tout à fait stupéfiante, où on vous fait un vrai reportage de comment se fait un film porno, comment ça se filme. Et d'un seul coup, ça devient terrifiant. Ça devient à la fois terrifiant et désespéré. Je trouve qu'à la fin du film est effrayante. Cette impossibilité d'avoir un rapport avec l'autre, si ce n'est que par tout un imaginaire masturbatoire qui est même, on peut même plus dire masturbatoire, parce que au moins le porno, ou en tout cas, au moins, c'est façon de parler, mais le porno cherche à éveiller des désirs sexuels et des réactions de sexualité qui, dans le film, tel que c'est filmé, personne, je pense, dans cette salle, a eu
une envie érotique, c'est pas, et sexuelle. C'est-à-dire que ça vous montre de la pornographie en vous empêchant totalement d'avoir la réaction qui est censée vous provoquer, et en plus que vous recherche la pornographie. C'est un film qui, moi, me semble, et c'est la force de ce film, c'est un film désespéré sur comment nous sommes en train, par de l'imaginaire, bon, je trouve très très beau le moment où notre fille, notre héroïne, si on peut parler comme ça, ramène l'autre fille qui de l'ascenseur jusqu'à chez elle, qui reste comme une morte à ce moment-là, et qu'elle, d'un seul coup, regarde de très près la télévision qu'on ne voit pas, donc on se comprend dans un film porno, et que là, elle essaye de comprendre ce que pourrait être le rapport amoureux par le sexe, et elle ne pourra pas l'avoir, puisqu'on entraîne cette femme, l'autre femme, comme un cadavre, comme vraiment un morceau de chair que l'on va utiliser dans le truc porno, et il y a une séparation totale entre le couple. Et je trouve la fin du film pour ça tout à fait stupéfiant. C'est une fin du film, je répète, on en a rarement vu d'aussi désespéré que ça. Et c'est un film sur la perte, je dirais, innocente et originelle de l'amour. C'est un grand film d'amour sur la perte totale de l'amour. Et ça je trouve le film très étonnant. Et c'est vrai que, de ce point de vue, les Chinois, ceux de Taïwan, puisque, bon, justement... Parce que Taïwan est très intéressant. Taïwan, c'est, bon, l'île qui est séparée de la Chine, mais ce sont quand même des Chinois, puisque Dieu sait si l'autre grande Chine en réclame la possession, etc. Mais c'est un pays qui a été longtemps dominé par le Japon, donc très japonisé aussi. Il y a, entre autres, un autre grand cinéaste, enfin, je dirais pour moi peut-être le plus grand cinéaste chinois, mais on ne les connaît pas tous, hein, mais qui est à Taïwan et qui est au Shaoxian. Ses derniers films, il les tourne directement au Japon, et il fait des films japonais. Donc, de ce point de vue, l'influence japonaise est très importante à Taïwan. Et une autre importance aussi à Taïwan, qui est l'occidentalisation. Ils sont très, disons, américanisés. Ils sont de tous les peuples asiatiques et chinois les plus proches de l'Occident. Donc, et c'est pour ça que c'est très intéressant le planche, évidemment, sur pas Mao Tse-tung et sur Chiang Kai-shek, la statue, et qui est là avec ce numéro qui est complètement fou de toutes ces femmes en fleurs qui montent, qui grimpent sur la statue d'admiration. Mais le film fonctionne sur ce jeu des cultures, évidemment de façon très comment dirais-je, très perçue, enfin très volontaire par le cinéaste. Il montre à sa façon, très étrange, évidemment, très archi-personnel, le Taïwan d'aujourd'hui. Mais si vous voyez les autres films de Taïwan, bon, par exemple, si vous voyez Wu Shaoxian ou Edward Yang, bon, Edward Yang qui est mort malheureusement, mais qui était des grands cinéastes de Taïwan, ou lui, enfin, et puis il y en a d'autres, le cinéma chinois de Taïwan est un cinéma extrêmement intéressant et très différent du cinéma chinois des gens de Pékin ou de Shanghai, enfin, disons les autres de Pékin. C'est très différent sur l'esprit, très différent sur la construction, et en plus, alors là, c'est évident que pour un occidental, jamais essayer d'imaginer dans quel pays un cinéaste occidental aurait osé de faire un film de cette façon. Je ne vois pas. En Amérique, je ne vois pas. Amérique latine, pareil.
En Europe, je ne vois pas. On ne peut pas imaginer un film comme ça qui casse tous les... ce que les Asiatiques savent faire, que ce soit les Hindous, que ce soit les Chinois, que ce soit les Japonais, ils savent casser, moins les Japonais, curieusement d'ailleurs, mais ils savent casser les registres. Et donc mélanger mélanger des registres qui sont inadmissibles, enfin, surtout pour un Français. Alors là, on est tellement une seule ligne de bout en bout, surtout de ne pas s'écarter, etc. Les passages des plans d'un seul coup aux comédies musicales où on se commence à chanter, c'est dément. Alors, évidemment, il y a de quoi dérouter profondément le spectateur occidental, et en même temps aussi de le fasciner, parce que le film, s'il avait été réalisé par un cinéaste de petite qualité ou de médiocre qualité, ben le film était tout simplement insupportable. C'est tout. C'est très, très culotté d'avoir fait un film comme ça, quoi. C'est aussi la raison pour laquelle on avait tenu un peu à le présenter. On vous présente des chefs-d'œuvre en général. Celui-là, je ne sais pas si c'est un chef-d'œuvre ou pas. En tout cas, c'est une œuvre extrêmement particulière. Oui, d'ailleurs, la beauté de la couleur et de la direction de la photographie est telle qu'on pourrait se demander si le film pourrait pas être complètement muet. Ah oui, absolument. Oui. Il est, au fond, assez muet. Oui. Il est quasiment muet, en dehors des chansons, qui sont sous-titrées, donc là va. Mais tout le film est quasiment muet. Oui, c'est ça, et après quelques répliques, tout à fait. Ah non, là il prenait tous les risques. Hein. Mais en même temps, ce qui est, curieusement, il est tellement étrange qu'au fond, le film a quand même marché. Parce que, comme vous avez pu voir, il a été quand même un peu coproduit par la France. Ça, reconnaissons quand même au cinéma français, et là, je dis ça parce que ça devient critique en ce moment de savoir comment va être réorganisé le cinéma français, parce que c'est un cinéma qui a la chance de pouvoir à la fois produire ses propres films et de produire le cinéma du monde entier. Le nombre de films du monde entier qui est produit par la France, je dirais comme Madame Bonaparte, pourvu que ça dure, mais je ne suis pas sûr que ça le soit. Enfin bon, là, je dérive un peu, mais comme c'est tout à fait d'actualité, donc je le souligne en passant. J'ai vu aussi tout un jeu sur les couleurs froides et les couleurs chaudes de différents éclairages, les éclairages bleus, des néons. Et puis en plus des couleurs qu'on n'ose pas mettre ensemble. Enfin, nous dirions, nous, dans notre civilisation, et en particulier la française, ils jouent les couleurs qui jurent entre elles. Alors bon, ça aussi, c'est fait pour... C'est pas fait pour attirer immédiatement le spectateur ou le... moi, je suppose, puisque la plupart d'entre vous, puisque même pas la plupart, la quasi-totalité d'entre vous voyez le film pour la première fois, je suppose que vous avez dû être très dérouté au début du film. Enfin, pendant la première demi-heure, vous ne saviez pas très bien où vous étiez. Enfin, j'ai l'impression. En tout cas, c'est fait pour. Oui, que vous soyez dérouté. Oui. Non, oui, tout à fait d'accord. Je pense. Bon, je ne sais pas si vous avez d'autres réactions, parce que bon... c'est un film, quand on a compris aussi le sens, sa raison d'être, et quand on regarde, on repense à sa formation, c'est-à-dire donc à sa construction et à sa réalisation, bon, il n'y a pas non plus à s'étendre énormément, quoi. C'est un film qu'il faut avoir vu, reçu, plus ou moins bien, et après on y pense un peu, mais c'est un film qui, je répète, est un film, ça fait partie de ces films qu'on peut dire uniques. On n'en voit pas 10 comme ça. On n'en voit qu'un, et il y a celui-là. Bon, après je ne sais pas quels seront les autres. Si, après tout, mais tellement différemment, celui avec lequel on commence la saison prochaine, c'est-à-dire avec L'Indien du chasseur, qui lui aussi était un film très original et même pas apprécié à la sortie, et qui est aujourd'hui devenu l'un des grands chefs-d'œuvre du cinéma. Mais bon, celui-là, il fonctionne.
Bon, je sais pas, moi, j'ai plus tellement grand-chose à dire sur le film. J'étais surtout très content comme ça qu'on puisse présenter un film comme ça, parce que sinon, si des structures comme celle-ci ne passent pas une fois de temps en temps des cinémas, je répète, très différents, ça serait dommage, quoi. Bon, ça serait dommage. Bon, est-ce que là-dessus, je sais pas si vous avez quelque chose à dire ou une interrogation? Oui, vous voulez parler? Attendez, oui. Attendez une demi-seconde. Attendez, je vais vous donner le micro. Si, on enregistre. Merci. Et parce qu'il n'y a pas de dialogue, mais il y a une information qui m'a surprise dans les dialogues, c'est que l'actrice, le cadavre, oui. masse de chair inerte, on nous dit qu'elle est japonaise. Oui. Et après ce que vous m'avez dit, là, bon, parce que moi je dis, bon, ça doit être vraisemblablement parce que les Taïwanais n'aiment pas le Japon, et puis vous me dites que... non. Ils sont Alors pourquoi ils sont allés la chercher au Japon? Est-ce qu'elle a le plus mauvais rôle? Parce que tout simplement, non, c'est beaucoup plus subtil. C'est que le Japon est quand même reconnu comme audacieux d'un point de vue érotique et pornographique. Rappelez-vous, après tout, ce chef-d'œuvre qui est le film de Oshima, l'Empire des Sens. L'Empire des Sens, qui est quand même de 1974, et qui est un film tout à fait très culotté au point de vue sexuel. Mais il ne faut pas oublier qu'en revanche, au Japon, on pouvait tout montrer des corps humains, sauf les poils. Et ici, à la fin du film, il ose quand même mettre le visage de la femme complètement perdu dans les poils pubiens de l'homme. Enfin, et ça, c'est l'influence japonaise. Enfin, avec en même temps, en enfreignant une loi de la pudeur japonaise. Quand j'ai dit pudeur, parce que tout simplement, au Japon, si vous voyez un poil, le film, on censure, même encore aujourd'hui. Donc, il y a comme ça des conventions sur le rapport à l'érotisme et le rapport à la sexualité qui fait que des choses sont permises, et en revanche, pour nous, des choses qui sont tout à fait normales. Après tout, si on voit un corps nu, on accepte à commencer par Courbet, donc quand on a vu le tableau de Courbet, on accepte justement le foisonnement des poils, alors que dans le monde asiatique, et en particulier au Japon, c'est total, même encore aujourd'hui, c'est totalement interdit. Si on dit c'est une japonaise, c'est que justement une japonaise peut travailler le sexe, mais en même temps, elle a été épuisée. Voilà. Je trouve la scène finale, c'est terrible, parce que c'est vraiment un morceau de chair. Enfin, c'est comme une viande morte qu'on utilise. C'est terrifiant la fin du film. Et c'est admirablement bien filmé sur les techniciens qui sont là, etc. Enfin, sur comment on filme un film porno, vous l'aviez jamais vu, je pense, et pourtant c'est bien comme ça que ça se fait. C'est exact. Et c'est pas... ça n'entraîne pas à l'excitation. Bon, je crois qu'on va peut-être s'arrêter là pour ce film. En tout cas, je suis très content que vous l'ayez vu. Et donc, à la saison prochaine, on sera donc beaucoup plus sage avec La Nuit du chasseur.